On a laissé donc Bordua à Paris dans ses derniers moments. Dans cette année d'ailleurs, cette année-là, il a créé quelques œuvres majeures dans lesquelles on retrouve une émotion absolument intense. Je vous avais parlé de son groupe qui avait participé à l'élaboration du refus global. Et j'avais mentionné deux noms en particulier, celui de Jean-Paul Riopelle et de Marcel Ferron. Bordua s'est d'abord exilé, principalement aux États-Unis, à New York en particulier, et à Paris ensuite. Riopelle est déjà à Paris, depuis fort longtemps. En fait, il fait un premier séjour en 1947. Il a d'abord étudié à l'École polytechnique de Montréal. Il est allé à l'École des beaux-arts. C'est un mauvais élève, ça ne l'intéresse pas. Il se retrouve en désespoir de cause à l'École du meuble, et c'est là qu'il rencontre, pendant ses études, Bordua, qui l'amène à la pointe de l'avant-garde. C'est avec Bordua que Riopelle découvre le manifeste du surréalisme et qu'il prend connaissance des premières œuvres abstraites de Bordua et, sous son influence, commence, lui, également, à produire des œuvres à partir de la pensée automatiste. Alors, Riopelle, court séjour montréalais, après sa rencontre avec Bordua, l'expose en 1946 avec son groupe d'amis. Puis, en 1947, donc, se retrouve à Paris. Il rencontre les grands peintres de l'époque, revient au Québec pour finaliser la rédaction du refus global avec Bordua, expose avec les surréalistes à Paris l'année suivante et décide, pour des raisons d'affinité, de s'attacher particulièrement à l'école ou le groupe de l'abstraction lyrique qui va lui donner non seulement un coup de pouce, mais un coup de fouet. Et c'est le début des grandes œuvres de Riopelle, les grandes mosaïques, là, ces espèces de pâtes illuminées, grand format, presque une peinture presque démente, où l'émotion est palpable et le frisson vous parcourt dans le dos, là, le long de l'échine lorsque vous regardez ces œuvres. Et cette école de Paris, bien, c'est le peintre Mathieu, ce sont les peintres américains, Sam Francis, Jackson Pollock, Mark Rothko, Hans Hartung, qui favorisent une expression abstraite, mais empreinte, de poésie, d'une très grande subtilité, où le dessin, ou la pensée libre, doit également avoir une sorte d'élégance, une sorte de qualité qu'on doit retrouver sur le tableau. Et l'art de Riopelle, la qualité de son art, la passion qu'il y met, l'énergie et la qualité de ses œuvres fait en sorte qu'il est immédiatement remarqué par les galeries importantes de Paris. Ce jeune Canadien, comme on l'appelle, se voit offrir les simèses des grandes galeries parisiennes et également de la galerie qui représente le mieux l'art français à New York, la galerie Pierre Matisse. Et là, démarre chez Riopelle une carrière absolument extraordinaire. Ce qui fait la force de Riopelle, en plus de savoir manier le pinceau, c'est également sa singulière personnalité. Riopelle, c'est une force de la nature qui peut peindre pendant des semaines, s'abstenir de peindre pendant des années. C'est déjà arrivé, je pense, qu'il a passé 2 ans sans peindre. Mais c'est un homme qui est habité d'une énergie, d'une passion intense et qui produit des œuvres toujours de plus en plus fortes. Et sa notoriété traverse rapidement les frontières,
son séjour parisien a fait de lui, déjà dans les années 60, un peintre de renommée internationale. Paris est non seulement le creuset de la pensée artistique, et New York est en train de devenir déjà la partie américaine, aussi importante que Paris d'ailleurs à cette époque. C'est aussi le creuset où on retrouve le plus de variété dans la production artistique. En art visuel, on y retrouve des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des photographes, etc. Et Riopelle s'intéresse à tout. Il n'y a pas vraiment un domaine de l'art visuel qui ne l'a pas intéressé. Il fait des collages, de la tapisserie, de la sculpture, de la gravure, de la céramique. Tout l'intéresse. Tout est une façon, une manière d'exprimer son art, et chaque nouvelle matière, nouveau matériau qu'il découvre lui permet d'élargir, d'éloigner les frontières de sa création. Il va être aidé dans sa reconnaissance internationale par un des grands éditeurs du XXe siècle qui s'appelle Aimé Meg, ou Meg selon la façon qu'on le dit à Paris. Cet éditeur a déjà avec lui les plus grands peintres européens dans son écurie d'artistes. Il travaille avec les plus grands imprimeurs en lithographie sur pierre de Paris et il fait des éditions signées numérotées telles qu'on les connaît maintenant. Et singulièrement, il découvre un souffle chez Riopelle qu'il ne retrouve pas ailleurs chez ses autres artistes et l'invite à créer une série d'estampes et ce travail se poursuivra jusque dans les années 1980. On peut encore, à Paris, retrouver des estampes de Riopelle, et vous savez qu'au Québec, les collectionneurs se ruent pour en trouver, ces tableaux maintenant étant hors de prix. Riopelle quitte la France en 1989. Alors c'est vraiment un de nos premiers peintres qui a passé une grande partie de sa vie, de 1947 à 89, avec des retours et des départs. Il a donc une carrière européenne la plus marquée. Bellan, avant lui, avait été celui qui y était demeuré le plus longtemps. Il revient donc au Québec. Vous savez, il s'est installé dans les Laurentides et ensuite sur une magnifique île sur le fleuve Saint-Laurent. Et en 92, il crée ce que plusieurs experts considèrent comme son œuvre magistrale, un hommage à Rosa Luxembourg, une série de grands panneaux qu'on retrouve maintenant au Musée du Québec, en hommage à une grande peintre américaine, Joan Mitchell, qui avait été sa compagne pendant 25 ans. Et il l'appelait sa Rosa Luxembourg du nom d'une célèbre anarchiste allemande du début du siècle. Son œuvre est maintenant reconnue à travers le monde entier. Il n'y a pas un encan important dans le monde où on ne retrouve pas des œuvres de Riopelle.